L'échiquier international, merci d'être avec nous et bonsoir. Que veut donc Donald Trump? La question est entière, tant ses menées commerciales demeurent confuses. Déjà, il y a la méthode optée pour une surenchère de départ lors d'une négociation, une manière de tordre le bras, diront certains, à ses interlocuteurs commerciaux pour obtenir finalement des concessions. Tout est dit dans son ouvrage The Art of Deal, sauf que cette fois, l'un des interlocuteurs se nomme la Chine, puissance de premier ordre, dont la devise est la résilience. Et le dollar au sein de cette planète économique, moins 5% en une semaine face à l'euro, après l'entrée en vigueur de cette salve de droits de douane américaine, justement. Est-ce que ces chamboulements du président américain pourraient faire vaciller le roi dollar de son trône? Allons-nous vers un monde sans billet vert, ou plutôt un monde où le billet vert ne sera plus valeur refuge, ou au contraire, faut-il y voir un plan comme une solution choc pour sécuriser l'économie américaine? On en parle et c'est tout de suite. Et on a l'honneur ce soir de compter parmi nous Jacques Sapir, économiste et auteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous m'entendez Est-ce bien? que Monsieur Sapir m'entend? Merci. Visiblement, on a un souci de communication avec Jacques Sapir. Oui. Monsieur Sapir, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Alors, Monsieur Sapir, il y a quelques jours, Trump parlait de droits de douane inédits appliqués au départ, donc c'était 20% sur les exportations européennes vers les États-Unis. Ensuite, il a évoqué un moratoire, et puis ensuite, il a dit qu'il allait réfléchir. Et enfin, on a opté pour des discussions bilatérales. Finalement, on a décidé de suspendre du côté de Washington ces mêmes tarifs douaniers de 3 mois. Est-ce que vous voyez un Trump comme utilisant une stratégie, ou plutôt est-ce qu'on peut voir un Trump erratique? Quelle lecture vous faites de cette salve de tarifs douaniers? Alors, il faut comprendre que pour Trump, les droits de douane doivent servir à deux choses, ce qui est d'ailleurs un problème. La première chose, évidemment, c'est son grand objectif, c'est la reconstruction d'une puissante industrie américaine. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, en 2024, plus exactement, la part de l'industrie dans le PIB des États-Unis n'est plus que de 14%. Elle est encore de 21% en Allemagne et elle est de pratiquement 45% en Chine. Donc oui, les États-Unis ont un problème avec leur industrie. Donc on voit bien que là, de ce point de vue-là, ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste et quelque chose qui ne se fera pas en un jour, qui ne se fera pas en 3 mois, qui ne se fera même pas en 4 ans. C'est un projet sur 10 ans, peut-être plus. Donc ça, c'est un premier point. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit dans votre présentation, Donald Trump cherche à modifier le rapport de force vis-à-vis de ses partenaires, et donc c'est pour cela qu'il commence à parler très fort, puis il accepte de suspendre, et on va rentrer dans une négociation. Alors, tout le problème, évidemment, c'est de savoir, est-ce qu'il est plutôt focalisé sur ces négociations avec la Chine, avec le Japon, avec l'Allemagne, etc., ou bien est-ce qu'il pense plutôt à la reconstruction de l'industrie américaine? Alors, on a parlé de la méthode Trump, c'est-à-dire à peu près tordre le bras à son interlocuteur pour arracher des concessions. Est-ce que, vous l'avez dit un tout petit peu, est-ce que le but serait de faire, bien entendu, déjà pression sur les partenaires commerciaux pour réduire leurs relations économiques avec la Chine? C'est Donald Trump qui l'évoque cette semaine, et selon le Wall Street Journal, c'est un plan défendu par le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent. L'automne dernier, ce dernier avait déjà dit qu'il utiliserait les outils de négociation avec les partenaires européens dans sa guerre commerciale en abattant les droits de douane dont la cible serait la Chine. Alors, est-ce que Jacques Sapir, le plan ne se résumerait qu'à ça à peu près, ou y aurait-il autre chose?
comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils visent deux choses complètement différentes par les droits de douane. Alors oui, il y a un problème de négociation avec évidemment la Chine, avec le Japon, mais avec aussi les pays européens. Et c'est d'ailleurs intéressant, Trump ne veut pas parler avec Madame von der Leyen. Elle veut bien parler avec les dirigeants des pays, mais elle ne veut pas parler avec Madame von der Leyen. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle sait qu'il y a un pays qui a désespérément besoin d'un accès au marché américain, c'est l'Allemagne. Et que l'Allemagne, aujourd'hui, est très certainement le maillon faible européen dans le cas d'un bras de fer avec les États-Unis. Donc, c'est là où on voit tout à fait la logique de ces droits de douane qui ont été annoncés comme très importants. Il commence à parler très fort. Puis il dit, d'accord, je vais suspendre les droits de douane, le temps qu'on négocie, il donne 90 jours pour négocier, très bien, mais en réalité, il veut négocier en position de force, et d'une certaine manière, c'est ce qu'il a dit à Madame Giorgia Meloni, qui est allée le voir à Washington, et il attend en fait que le chancelier allemand soit nommé, ce qui peut prendre encore quelques semaines, pour pouvoir commencer à négocier avec lui. Mais le point est important, il ne veut pas négocier avec l'Union européenne, il veut négocier avec les pays européens. La stratégie de Trump, pour revenir à la Chine, étant de fixer des droits de douane à 145% sur les produits chinois pour faire le plus de mal possible à l'économie chinoise et faire plier Pékin. En tout cas, c'est le pari qu'il poursuit. Mais est-ce que ce type de stratégie est adapté à un pays comme la Chine qui n'est pas sous pression des urnes ? Alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de poser ce problème. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que Trump est en position de parler fort à la Chine ? Parce que si on regarde les PIB de la Chine et des États-Unis, non pas calculés, je dirais, en dollars, mais calculés en parité de pouvoir d'achat, eh bien on voit que la Chine, elle est passée devant les États-Unis depuis 2017. Donc, effectivement, compte tenu du fait aussi que la part de la production industrielle chinoise qui est exportée vers les États-Unis n'est pas si importante que cela, on comprend que les dirigeants chinois, eh bien, ils ont tendance à dire à Donald Trump, oui, tu parles, tu causes beaucoup, nous on attend, et à la fin des fins, c'est nous qui sommes en position de force, c'est pas toi. Et ça, c'est un problème que Trump risque de rencontrer très vite sur sa route. Le déclin progressif sous-jacent des États-Unis dans l'économie mondiale est prouvé. En 2001, 80% des États de la planète commerçaient d'abord avec les États-Unis. Aujourd'hui, 70% de ces mêmes pays ont comme premier client la Chine. On le voit, le poids des États-Unis, vous en parliez à l'instant, le poids des États-Unis dans l'économie mondiale diminue. Cela va de pair avec une diminution de la puissance du dollar, forcément, en tout cas de la demande du dollar. Est-ce que le parallèle est trop simpliste ou est-ce que c'est à peu près ça ? Non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. En fait, on voit, si vous voulez, si on prend comme indicateur la part du dollar dans les réserves des banques centrales, eh bien on voit que depuis 2008-2010, la part du dollar baisse régulièrement. Alors, oui, bien sûr, elle est encore importante. C'est une part qui représente à peu près 55% des réserves des banques centrales. Mais si vous voulez, on était à 70% à peu de choses près en 2002-2003. Donc il y a quand même eu une baisse importante. Et comme par ailleurs l'euro, dont beaucoup espéraient qu'il puisse un jour remplacer le dollar, baisse aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, de plus en plus, les pays utilisent des petites monnaies, et je dis ça pas du tout de manière péjorative, c'est comme ça qu'on les appelle, comme le franc suisse, comme la livre sterling, comme aussi le dollar canadien, le dollar singapourien, etc., et le yuan en partie, comme réserve. Donc oui, il y a un affaiblissement du dollar, on le voit aussi comme monnaie de transaction, dans les transactions commerciales entre pays, et on le voit encore plus comme monnaie d'investissement. Désormais, comme monnaie d'investissement, le dollar est
talonné de très 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 près par le yuan chinois. Donc oui, il y a une perte d'importance du dollar. Bien sûr, le dollar reste encore aujourd'hui une monnaie centrale, une monnaie qui fait pratiquement plus de la moitié des réserves des banques centrales, plus de la moitié des transactions, mais qui a perdu 20 à 30% depuis les années 2002-2005, disons en 20 ans, bien, et qui continue à perdre. Et donc, effectivement, il y a une baisse du dollar, et d'une certaine manière, Donald Trump en a pris conscience, puisqu'il avait menacé des pires rétorsions possibles les pays qui cesseraient de commercer en dollars, mais là, je crois qu'il ne peut pas faire grand-chose. Si ces pays décident de commercer dans d'autres monnaies, eh bien, ils commerceront dans d'autres monnaies. Et le meilleur exemple, c'est ce qu'ont fait les Saoudiens il y a de cela 1 an et demi. Ils ont commencé à libeller une partie de leur cargaison de pétrole en yuan. D'ailleurs, Total, compagnie française, a acheté du pétrole à l'Arabie Saoudite en yuan. Donc oui, il y a une baisse globale. Alors c'est pas, si vous voulez, c'est pas une baisse immédiate. On va pas d'ici 2-3 ans assister à un effondrement complet du dollar. Mais il y a une baisse tendancielle très nette de l'importance du dollar. Alors, cette baisse tendancielle trouve aussi sa raison dans la géopolitique, avec une forme de militarisation du billet vert, par exemple sur fond de guerre en Ukraine. Washington, en guise de sanctions à l'endroit de Moscou, avait gelé 300 milliards de réserves de change russes. Certaines parties des fonds souverains des pays ont également été retenues comme châtiment à l'époque, comme en Libye à l'époque de Kadhafi. On a aussi l'exemple du Venezuela, l'Afghanistan, qui est un synonyme de frayeur pour l'ensemble de ces pays, même des alliés américains qui se disent il vaut mieux peut-être se débarrasser des fonds dollars de peur de perdre une partie de ces richesses si on n'est pas, sait-on jamais, au diapason avec l'agenda washingtonien. Donc ça aussi, ça peut contribuer à une moindre demande en dollars. Oui, certainement. Certainement, vous avez tout à fait raison. Et on voit qu'il y a aujourd'hui pas mal de pays qui sont inquiets et qui se disent, ben voilà, les États-Unis ont saisi les avoirs en dollars de tel et tel pays, si demain ça nous arrivait, et donc ils vont chercher à avoir des avoirs libellés dans d'autres monnaies. Maintenant, il faut quand même dire une chose, c'est que par rapport à la Russie, par exemple, les avoirs qui ont été gelés aux États-Unis sont très faibles. C'est de l'ordre de 30 à 40 milliards de dollars. C'est beaucoup plus faible que les 210 à 220 milliards qui ont été gelés par l'Union européenne. Sous pression américaine quand même, hein? Oui, ils sont en dollars ou en euros, mais ils ont été cette fois-ci gelés par les pays de l'Union européenne. Alors évidemment, la question des avoirs russes à l'étranger, ce n'est pas un sujet très important dans les relations russo-américaines, ça le deviendra dans les relations russo-européennes. Et évidemment, là, l'attitude des États-Unis aura un impact. Alors, Aristote disait qu'une monnaie, c'est du droit objectivé, et c'est pris à la lettre par Washington avec cette question d'extraterritorialité du dollar. C'est-à-dire, si on fait du commerce avec le dollar, on se met sous l'égide du droit et de la politique américaine en quelque sorte. L'extraterritorialité on l'a vu, est une arme redoutable. Les entreprises du vieux continent comme Peugeot en Iran ou comme Société Générale, ont été mis à l'amende par la justice américaine qui leur ont ponctionné des milliards au seul motif qu'elles effectuaient par exemple des transactions en dollars avec des mauvais clients, entre guillemets, c'est-à-dire des ennemis de Washington, sans parler du département américain qui avait dépêché des inspecteurs pour fouiller les données des entreprises parfois sensibles. Ça fausse aussi la concurrence puisque les inspecteurs aussi avaient un droit de regard sur des informations sensibles de ces mêmes entreprises. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Là, c'est une arme politique, et une arme politique dont les États-Unis ont usé et abusé, en fait, pas depuis Trump. C'est quelque chose qui a commencé avec Barack Obama. Il faut le rappeler. Hein. Évidemment, oui, bien sûr.
ça dure maintenant depuis plus de 10 ans. Bon, et évidemment, cet usage de l'arme politique à propos du dollar, eh bien, ça pousse de nombreux pays à, si ce n'est quitter définitivement le dollar, en tous les cas, ralentir énormément leur usage du dollar. C'est d'ailleurs l'une des raisons tout à fait dite officiellement, qui a motivé cette idée qui a été lancée lors du dernier sommet des BRICS à Kazan, de construire une unité de compte et une unité de transaction indépendante du dollar. Et donc, là aussi, les Américains ne peuvent pas ne pas voir que d'ici 3 à 4 ans, une grosse partie des transactions commerciales va être faite dans une autre monnaie que le dollar et que la part mondiale du dollar pourrait tomber autour de 30-35%. Est-ce que c'est pas une manière aussi de sanctuariser la demande en dollars, en tout cas orienter d'une certaine manière les échanges internationaux vers le dollar, c'est-à-dire même on se rappelle à l'époque le secret bancaire suisse avait été éventé, les Américains avaient fait pression sur les banques suisses pour qu'elles délivrent les clients américains et si jamais ils ne payaient pas d'impôts dans leur pays, ils étaient sous sanction. Est-ce que c'est pas une manière aussi de protéger la demande en dollars, dit simplement? Alors, il est clair que c'est ce que veulent les Américains. Mais, comme en même temps, ils utilisent politiquement l'arme du dollar dès qu'ils ont un conflit politique avec des pays, et vous en avez parlé, que ce soit avec l'Iran, Cuba, avec le Venezuela, bon, il y a maintenant toute une série de pays, eh bien, d'une certaine manière, ça détruit la volonté des autres pays à utiliser le dollar. Et donc, c'est quand même là, on le voit, une forme de contradiction. Les Américains, évidemment, ont tout intérêt à ce que le dollar reste la monnaie centrale du système monétaire parce qu'ils font du commerce grâce à cela, mais en même temps, ils veulent l'utiliser politiquement, et plus ils l'utilisent politiquement, plus un nombre important de pays se montrera réticent justement à utiliser le dollar. Alors les pays comme la Chine ou la Russie on l'a vu, sont en train de se stabiliser sur leur front interne, et ce depuis des années, avec des mesures contre la corruption. On tente de renforcer ou élargir l'écueil de la classe moyenne. Sur le plan santé, par exemple, le taux de mortalité en Russie est passé en dessous de celui des Américains il n'y a pas longtemps, ce qui fait dire, par exemple, à Emmanuel Todd que le système de santé russe a rattrapé son retard et peut-être fait mieux que celui des Américains. Donc on le voit, c'est un exemple pour dire que des pays qui se stabilisent n'ont pas trop intérêt à faire la guerre. En revanche, les États-Unis, par certaines menées, par certaines sorties des figures comme Donald Trump, avec la volonté du même Trump de reprendre le Groenland, le Canada, le Panama. On voit aussi qu'on essaye de mener, de porter le débat sur Taïwan. Donc on voit, on dirait que c'est un empire américain en quête désespérément de casus belli pour peut-être relancer la machine économique de guerre américaine. Alors oui, vous avez raison. En fait, le problème qui se pose, c'est que les États-Unis sont un empire déclinant. Si vous voulez, depuis qu'en 2017, le PIB chinois est passé devant le PIB américain, bien entendu en parité de pouvoir d'achat, depuis ce moment-là, les États-Unis sont sur la défensive. Et si vous voulez, il y a une espèce de loi historique. C'est très rarement le pays dominant qui a déclenché les hostilités. Au XIXe siècle, c'était pas la Grande-Bretagne qui déclenchait les hostilités. Donc, d'une certaine manière, c'est quand un pays cesse d'être dominant qu'il peut commencer à devenir dangereux. Mais là aussi, il faut dire une chose qui est importante, c'est que Trump est certainement le moins belliciste des présidents américains que nous avons eu depuis 40 ou 50 ans. Alors, peut-être qu'il faut attendre pour voir. Alors, si vous voulez, pourquoi ? Parce que c'est un homme d'affaires. Et que, comme tout homme d'affaires, il considère que la guerre, c'est mauvais pour le commerce. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas brutal. Il est extrêmement brutal.
il est extrêmement grossier, mais cela n'est pas le problème. On voit que dans de très nombreuses régions, il cherche à réduire le déploiement militaire américain dans ces régions. Par exemple, il veut commencer à diminuer au moins de moitié les effectifs des soldats américains qui se trouvent en Syrie. Et il y a toute une série d'autres exemples là-dessus. Donc, si vous voulez, on a aujourd'hui cette forme de contradiction, c'est que logiquement, la dynamique de l'empire américain, parce que c'est un empire en perte de vitesse, qui est déjà dépassé par un nouvel empire qui est la Chine, cette dynamique est assez spontanément agressive. Mais dans le même temps, et je crois que c'est un petit peu notre chance historiquement, les Américains ont élu un président qui n'est pas du tout un président belliciste, ou qui, si on veut parler peut-être de manière relative, est beaucoup moins belliciste que quelqu'un comme Barack Obama, évidemment que quelqu'un comme Bush qui était l'exemple même du belliciste américain, mais même Barack Obama, même Joe Biden, ce sont des présidents qui, quoi qu'ils disent, ont pris des mesures de guerre contre de nombreux pays. Et ça, d'une certaine manière, tout simplement, ils pensent que la guerre, c'est un gaspillage d'argent. Trump n'en veut pas. Alors, on peut discuter de ses idées, on peut les critiquer, on peut penser qu'il a une vision très primitive des relations internationales. Je suis assez d'accord avec ça, mais il faut reconnaître qu'au moins lui, il va réfléchir à 2 fois avant d'engager la force militaire. Alors, on l'a dit, je crois qu'on l'a assez peut-être démontré que l'Empire américain était en déclin, mais vous dites pas trop vite quand même. Mais justement, face à ça, Pékin ne milite pas non plus pour utiliser, ou en tout cas pour profiter de ce déclin. Par exemple, Pékin ne milite pas pour tenter de remplacer le dollar avec le renminbi, ou on n'essaye pas de contrecarrer les menées américaines, en tout cas ouvertement au niveau commercial, peut-être parce que les Chinois sont le premier pays créancier des États-Unis. Peut-être c'est ça l'explication? Alors, l'explication est en fait plus complexe. La Chine, les responsables chinois plus précisément, ne veulent pas trop financiariser leur économie. Parce qu'ils ont, d'une certaine manière, l'exemple de ce qu'a donné la financiarisation sur les économies occidentales. Ils ont vu que cette financiarisation a abouti à un affaiblissement général des économies occidentales. Et donc c'est pour ça qu'ils hésitent beaucoup avant de faire du yuan une monnaie internationale, et qui serait assez logique, puisqu'il y a maintenant un très grand nombre de pays qui commercent essentiellement avec la Chine. Donc il pourrait être logique que le yuan devienne une grande monnaie internationale. Oui, mais quand vous avez une monnaie, quand votre monnaie devient une monnaie internationale, vous avez des contraintes. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez avec votre monnaie. Et ça, d'une certaine manière, ça gêne beaucoup les Chinois. C'est pour cela que les Chinois, d'une certaine manière, aident les Russes, les Indiens, les Brésiliens, bref, aident les BRICS à, d'une certaine manière, mettre sur pied un autre instrument de transaction où ils auront évidemment leur mot à dire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous avez un pays qui représente 21% du PIB mondial, il a naturellement son mot à dire quand il parle à des pays qui sont beaucoup plus petits que lui. L'Inde ne fait que 7% du PIB mondial, la Russie 3,6%, le Brésil doit faire un petit peu moins de 2%. Donc voilà, il y a quand même un grand frère et des petits frères. Mais les Chinois ne veulent pas trop mettre en avant le yuan, et d'une certaine manière, c'est là-dessus que les autres pays des BRICS jouent pour, d'une certaine manière, affirmer leur présence à travers cette future monnaie de transaction, ou disons ce futur instrument de transaction qu'ils sont en train de construire depuis le sommet de Kazan en octobre dernier. Alors, pour boucler la boucle de l'émission, que veut finalement Donald Trump, Jacques Sapir, ou comment vous voyez les futurs 4 ans? Alors, je crois que ce que veut fondamentalement Donald Trump,
Mais il faut le prendre au sérieux là-dessus. C'est redonner sa grandeur aux États-Unis. Vous savez, Make America Great Again, ce n'est pas qu'un slogan de campagne électorale. Il y croit réellement. Bien. Et il a compris, et de ce point de vue-là, il n'est pas si inintelligent que cela, hein, si vous voulez. Il faut surtout pas le sous-estimer. Il a compris qu'il ne pourra pas redonner sa puissance aux États-Unis sans reconstruire l'industrie américaine. Le problème, c'est que reconstruire l'industrie américaine, c'est un projet sur 10, voire 15 ans. Et là où on peut peut-être se poser une question, c'est est-ce que Trump est capable de se projeter dans l'avenir à cet horizon-là, ou est-ce qu'il n'est pas, je dirais, trop impatient et il ne va pas chercher à vouloir aller trop vite en la matière, ce qui serait, de ce point de vue-là, à la fois une erreur et une faute politique. Merci Jacques Sapir, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été des notes. Je rappelle que vous êtes économiste et auteur. Je vous dis à bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.